Bienvenue dans Parole de druide. Bienvenue dans cet épisode 1 de la saison 1. Bonjour Joël. Bonjour Christophe, bienvenue à tout le monde. Bienvenue, bienvenue. C'est toujours un grand plaisir de te retrouver et de faire partager notre passion et notre savoir et nos connaissances autour du druidisme. Et aujourd'hui, on aimerait, pour commencer, parler des cycles druidiques. Bienvenue à Parole de druide, le podcast où la sagesse ancienne rencontre le monde moderne. Je suis Joëlle Chautan, également connue sous le nom de druidesse Adana, fondatrice de l'école de druidisme éoriane à Baule en Suisse, près de Neuchâtel. Avec mon apprenti Christophe Rousseau, nous explorons ensemble l'histoire, les légendes et les pratiques du druidisme au XXIe siècle. Rejoignez-nous dans ce voyage spirituel où nous partageons des récits inspirants des rituels ancestraux et accueillons des invités spéciaux tout en promouvant une spiritualité de paix et d'amour. Préparez-vous à découvrir les mystères et la magie du druidisme moderne. Pourrais-tu, Joël, s'il te plaît, nous expliquer déjà en gros ce que c'est que le cycle druidique? Mais avec plaisir Christophe. Donc, l'année druidique, elle est, le cycle calendaire, l'année druidique, elle est extrêmement importante pour les peuples primitifs qu'on sont les peuples comme le peuple celtique et d'autres peuples, où ils allaient avoir un lien réel avec les saisons et le cycle du temps. Il faut s'imaginer que pour eux qui n'avaient pas le calendrier tel qu'on le connaît, tout se déroulait saison après saison. Et chaque saison en engendrait une autre. Et pour rythmer cette notion de temps qui se déroule, et puis pour permettre d'avoir un certain pouvoir sur ce temps qui se déroule, ils vont avoir des temps d'arrêt, des moments importants qui sont associés à des actes concrets, par exemple des moissons, ou des rituels plus en lien avec les dieux et déesses, pour permettre au clan et à la nature de fonctionner ensemble. Il faut s'imaginer que dans le druidisme, on est sur une tradition qui est en lien avec la nature, alors puissance 1000. La notion de séparation entre l'humain et le milieu dans lequel il se trouve n'existe pas. Tout tend à être uni et donc du coup tout tend à être en cohésion constante. Et en fait, le rôle du druide au sein du clan va être de maintenir cette cohésion et cet équilibre avec la nature et le clan pour que tout se passe bien, pour que les récoltes se fassent bien, pour qu'il y ait toujours suffisamment assez, que la météo soit conforme à leurs souhaits, etc. Donc il y a vraiment, au sein du cycle, en fait, il faut s'imaginer que l'humain est introduit dans ce cycle et fait partie de ce cycle comme toute autre chose. Et ensuite, il faut s'imaginer que pour eux, l'année, c'est comme si on est avec une roue crantée. Et moi, j'aime bien l'image d'une roue pour les moulins à eau, avec les petites écuelles d'eau. Et en fait, chaque moment de l'année va être un moment où l'écuelle va se remplir de l'eau de la rivière et puis tourner pour pouvoir mettre en route des forces. Et la partie qui met en route des forces, c'est l'humain qui est conscient dans cette roue de l'année qui de toute façon tourne par elle-même. Les saisons vont de toute façon se succéder, quoi qu'on fasse. On aura toujours un été, un hiver, un printemps, un automne. Mais la façon dont on vit avec et l'interaction qu'on a avec, c'est ça, cet humain qui va être conscient dans cette roue. Et le cycle, il sert à ça. Il sert à se mettre en lien avec les moments clés de l'année pour pouvoir engendrer correctement celui d'après grâce à l'expérience passée. C'est le rôle des rites de manière générale. Je ne sais pas si vous avez déjà pris conscience aussi de tous les rites. Par exemple, si je vous dis qu'est-ce que vous avez fait à Noël l'année dernière ou comment est-ce que vous avez fêté votre dernier anniversaire. Bon, je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui aime fêter son anniversaire, mais
comment est-ce que vous avez vécu, je sais pas, en Suisse, le dernier 1er août, ou la fête des vendanges? Oui, il y en a plein d'autres. Bah, on s'en souvient parce que c'est un moment important qui a été marqué. Mais s'il n'y avait pas ces moments d'arrêt, et ben, finalement, notre souvenir, il se diluerait dans le temps. On n'aurait pas de point d'accroche. Ça ne nous permettrait pas de nous souvenir correctement du passé. C'est grâce à tous ces points et à ces rituels que nos ancêtres rythmaient le temps et tiraient des leçons de l'expérience du cycle. Par exemple, si au printemps, ils avaient fait tel rite et qu'ils remarquent qu'en été, ils ont eu des super récoltes, ils vont se dire, ben, regarde, là, à l'équinoxe de printemps, on a fait tel rituel pour nos graines, et ben, l'année prochaine, on va faire pareil pour que ça soit pareil en été. Donc, ça permet de tirer une expérience concrète dans le rythme du temps et puis l'expérience de la vie au sens large. Ouais, oui, je comprends ce que tu veux dire. Oui, en effet, alors puis on reviendra peut-être après, là-dessus, mais c'est vrai que tous nos fêtes calendaires à nous, occidentaux maintenant, elles ont un lien direct avec ces fêtes, celtiques de l'époque, donc on pourra raconter ça un petit peu plus tard. Peut-être on pourrait commencer par préciser que, i les Celtes, les Druides donc, ne ne comptaient pas enfin, c'est pas qu'ils comptaient pas le temps comme nous, mais en tout cas, ils le découpent pas de la même manière. Typiquement, le début de la journée, c'est pas le matin quand on se lève Non, et le début de l'année, c'est pas le 1er janvier. Est-ce que non, du tu tout. tu peux bien nous expliquer un peu tout ça? Ben oui, alors ils ont vraiment une notion que avant de se mettre dans l'action, il faut se poser. Ça, c'est une des grandes sagesses du druidisme. C'est avant de faire quoi que ce soit, j'écoute si ça sonne juste en moi. Donc il y a cette notion d'aller à l'intérieur de soi, de se mettre un peu dans une grotte ou comme si je me mets un peu dans ma nuit intérieure avant d'aller dans le soleil, dans l'extérieur. Et ça, on le vit chaque jour, mais aussi chaque année. Donc chaque jour concrètement, la journée commence le soir au moment du soleil couchant et la première partie de la journée va être à la nuit. Et souvent on dit qu'on rêve notre journée d'après et que les rêves qu'on va faire, ils vont avoir un effet sur notre journée d'après. Bon, on le constate. Selon les rêves que vous avez faits dans la nuit, on a un effet le lendemain quand on se réveille, si on est bien ou pas bien, etc. Et oui, les rêves servent souvent à tirer des leçons de la journée d'avant ou à terminer quelque chose qui n'est pas fini, mais ça permet surtout d'ensuite soit changer la chose et le vivre correctement le lendemain. Si par exemple, j'ai pas réglé quelque chose, une situation avec un ami, j'en rêve pendant la nuit, le lendemain, ça me permet peut-être de résoudre cette situation que j'aurais dû faire le jour d'avant. Donc en fait, il faut vraiment s'imaginer qu'il y a de nouveau pas de début et pas de fin. C'est chaque jour induit un autre. Comme dans les années, c'est la même chose. Chaque hiver va amener un nouvel hiver l'année d'après. Et en fait, chacun est uni dans l'expérience. L'expérience de l'un amène à l'autre. Nous, c'est pareil dans notre vie. L'expérience qu'on a faite nous est utile maintenant. Et donc, la journée, elle commence le soir. Et ensuite, on rêve notre journée et le lendemain, on vit notre journée, on la termine au moment du soleil couchant. Et de la même façon, l'année commence avec l'arrivée de l'hiver. Il faut savoir que dans le druidisme, l'hiver et les saisons ne se placent pas la même chose que les saisons liées au soleil, qui est le système calendaire qu'on a actuellement. Mais autrefois, par exemple, l'hiver commence le 1er novembre. Et si on observe bien, on se rend compte que on entre clairement dans l'hiver à partir du 1er novembre. Les arbres ont perdu toutes leurs feuilles à ce moment-là, ou alors ils les perdent jusqu'au 5 novembre. En tout cas, chez nous, c'est comme ça. Généralement, le 1er novembre, ça fait ouf, il y a tout qui tombe. Et ensuite, ben, on n'entre pas dans l'hiver le 21 décembre. Le 21 décembre, on est déjà au milieu de l'hiver. Et si vous observez, on est déjà souvent allé faire du ski. On a déjà fait du ski de fond. Enfin, la neige est déjà tombée. On est déjà dans l'hiver. Et on sort de l'hiver le 1er février avec l'arrivée des premières perce-neige et les fleurs qui poussent. Et là, on entre dans le printemps. Donc, en fait, dans le druidisme, on a aussi une différence entre les saisons ressenties, qui sont celles qu'on applique dans le druidisme, et les saisons solaires qu'on applique dans le calendrier actuel. Donc là, le premier mois de l'année, dans le druidisme, va être le mois de novembre. Le 1er novembre, on entre avec le nouvel an druidique et on va vivre cette année à partir du 1er novembre jusqu'au 31 octobre, en commençant par l'hiver. Donc en commençant de nouveau par ce retour à soi, ce calme. De nouveau, en hiver, on est censé rester calme à l'intérieur de soi,
on est censé, prendre soin de notre habitat et de tout ce qu'on n'a pas eu le temps de faire pendant l'année. Nos ancêtres, ils rafistolaient, comme on dit, Ils, ils refaisaient leurs filets de pêche, ils allaient prendre soin de leur maison, ils allaient s'occuper de tâches, du tissage, des choses comme ça qu'ils n'ont pas le temps de faire dans le reste de l'année. Donc on est plutôt sur un moment de repli à soi. Il y a aussi moins de lumière, on a moins le temps d'aller à l'extérieur, on refait les barrières, voilà. C'est des actes concrets qu'on n'a pas le temps de faire le reste de l'année. C'est à ça que devrait servir l'hiver aussi, pour nous. Un moment de retour à soi. C'est pour ça que l'année druidique, elle commence en novembre. D'accord. Ça fait du sens, enfin, je trouve que c'est assez logique Mmh. et puis, c'est vrai qu'en Europe, globalement et puis alors nous on est toi tu es en Suisse, moi je suis juste à la frontière, heu, on a cet effet saisonnier qui fonctionne assez bien. C'est vrai que le mois de novembre, c'est quand même le mois où enfin moi ça me donne vraiment cette impression que je c'est le mois où je vais commencer à hiberner, quoi. Donc ça me parle beaucoup, ouais. On attaque l'hiver et qui dit du coup le 1er novembre qui est, qui est quand même, chez nous la fête des morts. Oui. Enfin on parle qui est en lien avec Halloween, qui est une fête, issue justement de la tradition druidique. Hem, cet hiver va se poursuivre, jusqu'à son point culminant. Bon, on a le solstice, le 21 décembre et puis il se finit en février, tu as dit, hein, Oui. le 1er? Mmh. 1er février, donc à partir du 1er février, on passe en printemps. Oui. Le printemps qui va s alors et le printemps, il est marqué par quel événement, chez les druides? Alors il est marqué par, la fête de la fertilité. En fait, il y a 3 fêtes de fertilité majeures autour des fêtes de printemps. La première, c'est le 1er février. La deuxième, ça va être à l'équinoxe, donc une fête d'équilibre entre le jour et la nuit, qui va être Mmh. autour du 21 mars. On appelle Alban Eilir, ça veut dire la lumière de la terre. Et ensuite, après, on a la fête de Beltane qui va être le 1er mai, qui est aussi une fête de fertilité, durant laquelle on allait avoir, des rituels comme le fait de faire passer le bétail autour de feux pour stimuler la fertilité du troupeau, et cetera. Ensuite, après, on entre en été à partir du 1er mai et que les 3 fêtes d'été, ben, du coup, de nouveau Beltane qui est une fête de printemps et d'été. Ensuite, on a Albanefin qui est la lumière la plus haute. C'est, on l'appelle aussi Lita et c'est le solstice d'été. Et Lugnasad qui est la fête du clan et de la communauté qui a lieu le 1er août. Et ensuite, on entre dans les fêtes d'automne à partir du 1er août avec, de nouveau Lugnasad ou Lunasad va être la fête de nouveau de la communauté et une fête de récolte. Et la deuxième fête de récolte qui est la fête d'Alban Elfed qui veut dire la lumière de l'eau. Et on arrive à Samhain qui est la dernière fête de l'année et en même temps la première qui est la fête, de la vie et de la mort. Donc c'est une fête où il y a 2 fêtes, c'est la seule. Il y a 2 célébrations à Samhain. Il y a le 31 octobre pour la fête de la mort et le 1er novembre pour la fête de la vie. Et le cycle recommence. Et le cycle Et recommence, ouais, ouais. toujours, toujours et encore. Et en fait, la mort, elle ne dure qu'une nuit sur terre. Dans Il y a l'autre monde, il je y a sais pas. ouais, c'est ça. Ça peut être Il assez y a long à mon avis. il y a une raison un peu, enfin une histoire autour du 31 octobre Mmh. et puis de son opposé, du coup, ça fait Beltane le 1er mai. ouais, Mmh. le 1er mai sur le fait que c'est là où, le voile entre le monde visible et invisible est le plus fin. Mmh. C'est juste, hein? Oui, c'est ça. Et C'est une fête, où, les âmes peuvent traverser le voile, on dit. C'est une fête qui permet, les liens entre le monde visible et le monde invisible. Ces 2 fêtes-là, on dit que c'est des fêtes où on pourrait faire facilement, du tirage de cartes, des runes, toutes les augures au sens large, elles fonctionnent bien à cette période-là parce qu'on peut capter beaucoup de choses. On fait aussi beaucoup de rêves et c'est, pour cela aussi que, ça a amené la fête des morts ensuite, dans la tradition chrétienne. Mais, dans le druidisme, c'est vraiment une fête importante. Et Beltane est plutôt une fête de vie, des esprits de la nature, du petit peuple, tandis que Samhain est réellement une fête liée à la vie et à la mort.
Donc c'est un peu 2 traversées du voile, mais pour des choses différentes. Ouais. À Samhain, c'est vraiment vie, mort et l'âme des défunts qui vient nous rendre visite, tandis que et visible aussi du coup par la même occasion, c'est là que je fais les expertises de géobiologie et les libérations de lieux les plus puissantes parce que tout est palpable et tout passe vite aussi. Mais par contre, il y a du monde dans les maisons et à Beltane, bah, là, du coup, on est sur une fête vraiment plus associée à la vie, aux enfants. C'est là qu'on va faire les baptêmes. C'est un moment où on est beaucoup plus en lien avec le petit peuple et on dit que cette nuit-là, les fées viennent tresser le crin des chevaux, par exemple. C'est des petites habitudes qu'auraient les fées. Il faudrait leur mettre des offrandes pour éviter qu'elles viennent faire des farces. Donc Mmh. voilà. Oui, les Celtes avaient un lien fort avec le petit peuple. Les Suisses aussi, pendant longtemps, hein. Ils offraient le premier fromage au Buonarrozzo, c'est les bonnets rouges. Par exemple, à Fribourg, jusqu'à il n'y a pas encore très longtemps, je suis sûre qu'il y en a qui le font encore. Ouais, Mm. probablement. Mhm. Juste pour nos éditeurs, peut-être, tu veux expliquer un petit peu le petit peuple, ce que ça signifie exactement? Oui, le petit peuple, on les appelle aussi les esprits de la nature. C'est les êtres qui gouvernent les éléments. Donc c'est un peuple qui serait très en lien avec le monde élémentaire, donc la terre, l'eau, l'air, le feu, et qui serait la manifestation de ces consciences-là, qui serait un peuple qui ne serait pas visible aux yeux physiques, mais qu'on pourrait ressentir et qu'on pourrait voir parfois, que les animaux voient, que les enfants en jeune âge voient aussi souvent. Voilà, c'est des choses c'est des êtres qui vivent dans la nature et qui ont cette conscience puissante de ce que c'est l'élément. C'est, par exemple, les esprits de l'eau, le petit peuple de l'eau, c'est des esprits qui ont une conscience des différents états de l'eau et qui peuvent avoir un effet dessus, en gros. Ben, on pourrait faire un sujet rien que là-dessus. Et voilà, on Voilà. va faire. Mais pas aujourd'hui. Mhm. Revenons à nos cycles druidiques. Mhm. Mais Là, on a des fêtes qui s'opposent, hein, comme tu l'as mentionné, Christophe. bah, c'est ça, Voilà, on a c'est ça. bah, du coup Beltane et Samhain qui s'opposent avec le voile fin. On a Imbolc et Lugnasa. Vous allez m'entendre le prononcer plein de façons différentes. Lunasa, c'est la version juste. Donc, Imbolc et Lunasa, c'est des fêtes où on est en alliance. Imbolc a donné la Saint-Valentin, typiquement, parce qu'on est en alliance de couple. Tandis que Lunasa, c'est la fête du clan, c'est l'alliance avec le clan. C'est 2 fêtes qui s'opposent, mais qui traitent le même thème. Et ensuite, on a les solstices qui s'opposent, solstice d'été, solstice d'hiver. Solstice d'hiver, majorité sur la nuit, tout petite part de jour. Et solstice d'été, une journée immense, une toute petite nuit. Et puis, les équinoxes qui s'opposent aussi, équinoxe d'automne et équinoxe de printemps, Alban Eilir et Alban Elfed, la lumière de la terre et la lumière de l'eau qui s'opposent pour pouvoir montrer la notion d'équilibre que l'on cherche sur Terre. Donc voilà, chaque fête a plus ou moins son sens aussi. Quand on la traverse, elles vont toutes s'exprimer différemment à l'intérieur de nous. Donc voilà, dans le bouddhisme, on va faire des rituels à chaque fête pour pouvoir nous souvenir de ce temps. Alors on imagine bien cette image de la roue du moulin de l'eau qui tourne là, je trouve que c'est pas mal du coup quand tu racontes ça. Je trouve que ça fait sens. Hem et concrètement du coup, c'est quoi ces petits rituels qu'on peut faire, durant ces fêtes? Parce que c'est pas forcément très compliqué, hein, ça nécessite pas, d'avoir plein de matériel, ésotérique et tout, hein. C'est Mhm. vraiment des choses très concrètes, faciles. Tu peux donner quelques exemples? Oui, alors si tu veux bien, on va faire le tour de la roue de manière Allons-y. succincte. Parce que sinon, on pourrait faire presque un thème enfin une vidéo parfaite, mais on va y aller de manière succincte. Donc l'année, elle commence à Samhain, le 1er novembre, avec un jour de renaissance. Et ce jour de renaissance, le rituel que je conseille de faire, c'est de faire un bain, comme si c'était un peu votre premier bain de nouveau-né, pour se nettoyer de tout ce que vous avez transporté du cycle d'avant et repartir sur du neuf. Donc, mon rituel à moi, c'est d'aller me baigner au lac, même si elle est pas chaude, le 1er novembre et de faire un petit feu au bord du lac et je fais chauffer un petit peu, d'huile au bord du feu, pas qu'elle soit bouillante, mais légèrement chaude, dans laquelle je vais poser quelques pétales de fleurs et puis quand je sors du lac,
Donc quand je me baigne dans le lac aussi, je suis en conscience avec les esprits de l'eau et puis je remercie aussi le lac de me faire cette, purification. Quand je sors, ben, je mets cette huile qui est comme un baume, qui va me protéger, symboliquement pour l'année. Bien sûr, il reste pas sur la peau toute l'année, hein, mais c'est une protection symbolique à ce moment-là. OK. Je peux aussi poser des intentions positives, mais il faut savoir que les intentions positives posées dans un acte druidique ne sont pas les mêmes que celles qu'on pose après 4 verres de champagne un 1er janvier. Parce que tout comme dans les accords toltèques, nous avons «Que ta parole soit impeccable» et donc ce qu'on s'engage à faire tant dans la pensée que quand on l'écrit sur une feuille ou, quand on le dépose en verbe aussi, en l'exprime à un ami, en disant: «Bah, voilà, cette année, je m'engage à ça» et bah, c'est entendu tant par nos oreilles qui sont du coup liées à notre partie, là en haut, créatrice et divine qui veille sur nous, mais aussi par d'autres, énergies qui nous entourent et donc c'est important d'honorer notre engagement, d'avoir cette responsabilité-là. Donc on va poser des intentions pour l'année de travail sur soi principalement ou au sein de la communauté pour que notre rôle puisse s'affiner par rapport à ce qu'on pratique et puis, bah, s'améliorer bien sûr, devenir un être, une meilleure version de soi-même et voilà, c'est ce qu'on va poser comme intention et ensuite OK. ben, voilà, ça c'est le rituel du 1er, novembre. Ensuite, on arrive à Alban Artan, qui est le solstice d'hiver, autour du 21 décembre, parce que ça dépend. L'heure solsticielle, elle varie d'une année à l'autre entre le 20 et le 23. Donc, il faut chaque fois regarder. Donc, autour du 21 décembre, on a la lumière d'Arthur, Alban Artan, qu'on appelle aussi Yule dans les traditions païennes. Et là, en fait, on va aller explorer nos profondeurs. Et nos profondeurs, bah, c'est parce qu'on est dans la nuit la plus profonde. Donc, c'est un moment de l'année où on va aller se déposer au fond de nous-mêmes et voir quelles graines on pourrait déposer au fond de nous-mêmes, au pied de notre arbre monde personnel. Pardon. Et Alban Nartan, c'est une fête où il y a une tradition qui est le fait de prendre une bûche. Et cette tradition, elle a trouvé son chemin jusque dans la cuisine parce que, bah, elle a été interdite, mais pas pour les cuisinières. Et en fait, on va prendre une bûche et autour de cette bûche, généralement, c'est le livre, on va entourer des prières pour le monde, donc des intentions pour le monde, qu'il y ait la paix dans le monde, etc., ce que vous avez envie. Chacun écrit un petit billet, les participants à ce rituel, et on l'entoure autour de la bûche, chacun avec le même fil, on se passe la bûche avec le fil et on l'entoure, il ne faut pas que le fil il se rompe. Et une fois que Mmh. toutes les prières sont autour, ces petits papiers autour de la bûche, on fait brûler la bûche et ensuite on va, au matin se séparer les cendres et chacun va mettre des cendres dans son jardin pour pouvoir ensemencer de prières les différents endroits sur terre où on se trouve. C'est un rituel qui permet, voilà, de déposer dans la terre des intentions positives pour le monde. Ben, c'est ça qui a donné naissance à Noël et Alban Artan, c'est la lumière d'Arthur, donc c'est le retour d'Arthur aussi. C'est aussi une des façons de voir ce masculin qui renaît, mais qui est aussi symbolisé par le soleil, parce que c'est là que le soleil va reprendre plus de place après le solstice d'hiver. Jusque-là, on a été vers de la nuit de plus en plus longue et du jour de plus en plus court. Et tout d'un coup, au solstice d'hiver, ça bascule dans l'autre sens. On arrête d'avoir toujours plus de faveur de la nuit et pour aller de nouveau sur un retour petit à petit du jour. Et donc, c'est là que l'enfant soleil renaît. Donc, c'est là qu'on a la naissance d'Arthur, mais du coup, qu'on a aussi eu la naissance de Jésus par la suite. Donc, voilà, ce retour du soleil avec le solstice d'hiver. On va aussi faire des offrandes pour le jardin. C'est vraiment, il faut s'imaginer que c'est une grande fête de terre. Il y a plein de rituels à faire à ce moment-là, mais le rituel chouette en famille, c'est celui de la bûche. Ouais, c'est sympa, ouais, Heu, très sympa. ensuite Et puis pardon, je te vas-y, coupe, vas-y. mais non, mais je trouve intéressant ce que, heu, le fait que nos fêtes actuelles qui sont un mélange de fêtes païennes récupérées par les catholiques, enfin par le christianisme, heu, soient en fait, des fêtes récupérées des fêtes celtiques, enfin que voilà, que Noël, qui est une des fêtes les plus sacrées au monde dans le monde Mmh mh. occidental finalement, Mmh. ouais, c'est ni plus ni moins qu'une fête récupérée de
de ce cycle druidique. Donc ça, je trouve intéressant. Enfin, moi, ça m'interpelle. Bah, Alors, continuons vers le printemps. oui, bah, en fait, il faut juste savoir que les premiers chrétiens et les druides s'entendaient très bien et ils avaient des fêtes communes et avant de fêter la naissance de Jésus, à Noël, ils fêtaient déjà le solstice, les chrétiens. Parce que c'est une fête importante de renaissance du soleil et en fait, c'est juste qu'on a, au bout d'un moment, arrêté de parler de la renaissance du soleil, mais on a mis le mot Jésus dessus, mais c'est la même chose. Et le fait de déposer des cadeaux au pied du sapin, c'est aussi le fait de déposer des cadeaux dans la terre. Tout s'est transformé Ouais. et voilà, mais ça reste, vraiment cette fête de base liée à la terre, à la nuit et au retour du soleil. C'est pour ça qu'on met plein de bougies, qu'on décore, qu'on va chercher à mettre de la lumière. C'est une fête importante liée à ça. Mmh. Mais toutes les fêtes, on va voir toutes les fêtes de l'année, elles ont un lien. Ouais, ouais. Ensuite, on a Imbolc qui est la fête du 1er février, qui est la fête de l'amour et du coup, qui est proche de la Saint-Valentin avec la fête des amoureux. C'est une fête où on va s'allier à une personne importante, avec qui on aimerait vivre le cycle et donc c'est généralement là qu'on s'engageait en amour avec quelqu'un. Faut savoir que les mariages druidiques durent c'est 1 an! Mais oui, messieurs, Ça, dames! mais quel Mais bonheur, quel alléluia! bonheur! 1 an! Au bout d'un Ah an, non, ils et se on disent se repose la ouais, question. exactement. Ils disaient: «Au bout d'un an, est-ce que je continue ou est-ce qu'on s'arrête là? Ou est-ce qu'on a encore quelque chose à apprendre ensemble ou est-ce que finalement je ferais pas mieux d'aller avec le forgeron? Parce que finalement, j'ai quand même envie d'apprendre à forger». Donc voilà, il faut savoir que la notion d'être ensemble avait une forme d'utilité. Le couple, ben, voilà, bien sûr, il y avait tout l'amour qu'on peut ressentir encore maintenant, mais le lien avec la vie et le monothéisme n'était non, c'est pas monothéisme, Monogamisme. monogamisme, pardon. Oh, petit lapsus sympathique. La monogamie n'était pas la même. Autant on avait, une vision, bah, justement polythéiste des dieux, qu'on avait une vision, polygamique du couple et de la vie. Donc voilà, c'était vraiment une vision de se mettre ensemble pour, une notion d'utilité ou d'apprentissage ou de fonction au sein du clan. Et donc, c'est la fête de l'amour des mariages à Imbolc pour 1 an. Généralement, ils se mariaient pour 1 an, ils faisaient ça 3 fois, puis si au bout de 3 fois, ils voyaient que, eh ben, ils pouvaient s'engager plus longtemps, ensemble. Ah, Mmh. Mais ça, c'est ça une sent la petite période utilité. d'essai, on passe du CDD au CDI, en fait, ils avaient tout inventé, hein, C'est ça, franchement, c'est ça. Et sinon, c'est une fête pour symboliser ça, on va prendre une pomme et quand on a la pomme comme ça, on va la couper, en fait, en travers à l'horizontale et il vient se dessiner un pentacle, et donc du coup, ça permet de relier ça aux 5 éléments et aux 5 éléments en nous et à une dimension sacrée dans le rituel et on va partager la demi-pomme avec l'autre. Ça, c'est le mmh, rituel où on s'engage pour 1 an avec, une personne. Donc OK. voilà. Nous, en famille, ce qu'on fait, c'est que, ben, du coup, avec mon mari et j'ai 2 enfants, 2 filles, ce qu'on fait, c'est qu'on prend 2 pommes, on les coupe, à plat et puis on mélange les parts et en fermant les yeux, chacun prend une demi-pomme et après on regarde avec qui on a matché pour l'année et en fait, on s'engage à prendre soin de l'autre, pendant une année. Donc voilà, c'est un petit rituel en famille. Sinon, c'est un OK. moment aussi où on fait des crêpes. On avait près de la Chandeleur. Mmh. C'est parce qu'il y a les brebis qui ont les agneaux qui naissent à ce moment-là, donc il y a le retour du lait, il y a le retour un petit peu des œufs, mais c'est le tout début et le retour un peu de la nature au sens large. C'est le nouvel an des arbres, c'est là que les arbres ont la sève qui commence à être réactivée de nouveau aussi à l'intérieur d'eux. Ouais. Voilà pour Imbolc. C'est aussi là qu'on fait les bougies pour l'année, les rituels de bougies. Les bougies, parce que c'est une fête de feu, une fête de foyer. Il y a la déesse Brigitte qui est la déesse des bougies, des flammes. Ensuite, il y a Alba Neilir, la lumière de la terre, qui va être une fête qu'on associe à l'équinoxe de printemps, donc équilibre jour et nuit, avec la notion de Pâques là autour. Oui. Ouais.
Donc, il faut s'imaginer qu'au printemps, nos ancêtres, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient chasser des œufs. Mais pas comme nous, on l'imagine. Mais simplement, en fait, c'était le début où les oiseaux ils commençaient à répondre des œufs. Donc, ils allaient aller à la chasse aux œufs. Mais eux, ils grimpaient dans les arbres. Hein. Ils avaient un peu plus de mérite que nos petits loups qui courent au milieu d'un champ. Donc, eux, ils grimpaient carrément dans les arbres pour aller cueillir les œufs des oiseaux pour pouvoir retrouver un petit peu de protéines après un long hiver. Donc voilà, ça c'est la chasse aux œufs. L'œuf, il symbolise l'équilibre entre le jaune et le blanc. J'imagine que le jaune, le blanc, Christophe, ça te rappelle un truc? Non, je vois pas de quoi tu parles. La lune et le soleil. Oui. La lune et le soleil. Bien sûr. Ouais. Et donc, du coup, c'est l'équilibre entre le jour et la nuit avec l'équinoxe de Mmh. printemps. C'est pour ça que l'œuf, quand il est cuit, jaune et blanc, représente l'union de la lune et du soleil. Donc évidemment, on est de nouveau sur une fête de fertilité, voilà. On allait récolter les œufs, puis les peindre pour les offrir à la déesse. Il faut savoir que Pâques vient à la première pleine lune après l'équinoxe de printemps. Donc selon quand est la première pleine lune après l'équinoxe de printemps, les œufs teints pouvaient être longtemps sur la table. Donc Ouais. on espérait que ce soit pas trop loin. Mais c'est de là que vient le fait de peindre les œufs. Ça permettait de mettre de la beauté dans le printemps et d'inviter le printemps à venir encore plus. Le but de tous ces rituels, c'est de stimuler la vie. Hein. Il n'y a pas d'autre fonction à ça. Et puis de s'accorder la bienveillance des dieux et des déesses. Donc en peignant des beaux œufs, on donnait envie à la déesse du printemps de venir féconder la terre et de tourner son regard vers nous. Donc voilà, il y a plein d'autres choses, mais de nouveau, je vais pas trop m'étendre, sinon on en a pour des plombes. On pourra faire un sujet de nouveau là-dessus. Et ensuite, on arrive à Beltane, qui est le 1er mai, Oui, la fête de on en a l'amour parlé aussi. aussi. De nouveau, une fête de fertilité. Et c'est là qu'on fait le fameux mât de mai. Vous avez peut-être déjà vu un mât avec des rubans qui tournent. Les filles, elles prennent un ruban, les garçons, ils prennent un ruban, tout le monde dans son tour, tout le monde s'en mêle, et tout d'un coup, on se retrouve coincé avec quelqu'un avec qui on est censé papoter, prendre le temps de faire connaissance. Mmh. Voilà. Le Beltane, c'est aussi une immense fête liée à la fertilité des hommes humains au sens large et des troupeaux. Donc, ils faisaient généralement 2 feux, un pour le féminin, un pour le masculin. Et ils allaient passer les troupeaux entre deux pour stimuler la fertilité des troupeaux pour le prochain cycle. Une fois que les troupeaux étaient rangés, et ben, du coup, les fameux feux de Beltane donnaient lieu à plein de choses en lien avec la fertilité. Les enfants conçus à Beltane sont censés devenir des êtres importants, entre autres des futurs druides. Donc, autant dire que la fête de Beltane pour concevoir des enfants avait grand succès. Voilà. On va pas trop s'étendre, mais je pense que pour ceux qui connaissent un peu les feux de Beltane et leur réputation, ils voient tout à fait ce dont je parle. Nous, c'est là qu'on baptise les enfants totalement innocemment, bien sûr. Exactement. Auprès des esprits de l'eau et de la terre et du feu, puis on baptise pas que les enfants, Non, les non. adultes aussi. Voilà. Voilà. Mais 2 jours. En tout bien, tout honneur. Voilà, exactement. Pour enlever de vos têtes les pensées que vous pourriez avoir à ce moment-là. Les druides Non, sont des personnes sages la majorité du temps. Ah, ça y est, ils ont tes idées. Bref. Ensuite, Alban Effin, qui est le solstice d'été. Le solstice d'été, c'est la lumière la plus haute. Et c'est là que le jour est le plus long et la nuit la plus courte. C'est une fête qui est associée à la Saint-Jean. Et c'est la fête où on va faire une huile, l'huile de la Saint-Jean, qu'on connaît, qui est beaucoup utilisée dans l'anthroposophie. Et du coup, dans le druidisme, on va faire aussi cette huile. C'est une huile de millepertuis. On va cueillir les fleurs de millepertuis pour en faire une huile qui va devenir une huile rouge, qui est une huile remplie de lumière qu'on utilise pour plein de choses. Il faut faire attention avec l'huile de millepertuis, il y a plein de contre-indications, mais voilà, c'est une huile qui est magnifique, mais elle a des effets, voilà, c'est contre-indiqué avec pas mal de traitements et elle est photosensibilisante, ça veut dire qu'elle fait des taches sur la peau quand on va au soleil après l'avoir appliquée. Donc il y a quelque chose à faire importante,
mais c'est une huile qui est remplie de lumière. C'est aussi pour ça qu'elle en supporte pas plus, puis qu'elle nous fait directement des brûlures. Elle est trop chaude comme, lumière, trop comme, huile, elle est trop lumineuse, elle a trop de feu à l'intérieur. Donc ça, c'est pour, le solstice d'été, c'est aussi une fête où on va aller sur la guérison. C'est là qu'on est dans l'énergie de la guérison la plus grande. C'est là qu'on va faire la cueillette de toutes les plantes médicinales pour toute l'année, qu'on va faire les bâtons de plantes et les remèdes au sens large. Donc voilà, c'est aussi là qu'il y a pas mal de fleurs déjà, à leur épanouissement majeur et donc du coup, c'est là qu'on les cueille. On arrive bientôt au bout, il nous reste Lunasa. Ouais, Ouais, on est ça, donc on arrive au 1er août. 1er août, fête nationale en Suisse. Fête nationale suisse quand Ouais, même, c'est pas un hasard. c'est pas un hasard. Bah, j'espère bien que c'est pas un hasard. Alors je serais vraiment déçue que ça soit un hasard. Nous avons un petit conte en Suisse, c'est ouais, une légende, un on-dit que, on dit que les 3 premiers Suisses helvètes, qui est un peuple celte, les Helvètes, hein, quand même, qui ont fondé la Suisse et ben, en fait, ça aurait été des druides. Bah, Eh comme oui. c'étaient les chefs politiques, les druides, ce serait assez logique que Ouais, ces Helvètes aient été des druides pour fonder la Suisse et qu'ils auraient choisi le 1er août parce que franchement, s'il y a bien une fête dans l'année qui rend un clan solide, c'est bien le 1er août. exactement. Parce que c'est la fête du clan, justement, de la communauté et de la richesse et des biens. Tout le monde connaît la réputation suisse par rapport à la richesse. Je ne vous ferai pas de dessin, mais voilà, on peut remercier ces 3 premiers druides helvètes qui ont eu sa nez pour pouvoir, mettre le jour de la fête nationale et Bravo, c'est fonder très intelligemment la Suisse le 1er août. un joli symbole, je trouve. Ouais. J'aime bien, Mmh. j'aime bien. Moi aussi. Et donc, du coup, c'est une fête de communauté où il est interdit de faire la guerre. On est censé être dans la neutralité. Et tous les membres du clan, ou qui se trouvent en Europe, ils sont censés retourner dans leur clan à ce moment-là pour participer à des joutes sportives, artisanales et artistiques, pour montrer les facultés et les nouveaux outils et dons qu'ils ont développés pendant le cycle de l'année. Donc, par exemple, les forgerons vont faire des joutes de forge, mais aussi sportives, du lancer de lances, de flèches, de tir à l'arc, de tout ce que vous voulez. Il y avait des joutes de danse, de musique, de chant et de poésie. Donc voilà, c'était extrêmement vaste et il y avait des joutes au sein du clan et ensuite entre clans aussi. Ça durait une semaine et ça permettait en fait dans le jeu de pouvoir se confronter, mais en même temps de pouvoir développer des nouveaux talents grâce à la présence Mais des autres. C'est aussi un moment dans l'année où on va rassembler toutes les richesses et puis faire des énormes repas tous ensemble. Et c'est généralement là aussi qu'ils levaient les menhirs parce que quand ils creusent, les archéologues, pour voir quand est-ce que les menhirs ont été levés, ils constatent que la plupart ont été levés autour du 1er août, d'après les pollen qu'ils retrouvent au pied des menhirs. ah ouais, Et oui. Et donc, ils se disent que la plupart ont été levés à ce moment-là parce qu'il fallait que le clan soit entièrement réuni pour pouvoir ouais. faire une œuvre si grande. Voilà. Moi, je ne suis pas 100% sûre. Je pense que dans leur joute, il devait y avoir aussi une joute de lévitation de menhir pour savoir lequel allait réussir à faire léviter le menhir le plus loin jusqu'à un point donné. J'en sais rien. Mais pourquoi pas? On peut peut-être penser Oui, à tellement de choses, c'est possible, on là, n'en sait rien. c'est On ouais. Non, Enfin, voilà, c'est moi ça, j'ai plein d'idées, mais je pense qu'elles sont difficiles à exprimer. Voilà. ouais, Heu, ça pourra faire l'occasion aussi d'un épisode parce que oui. on en a parlé il y a pas longtemps. Moi, j'étais à Carnac, pendant Mmh. les vacances, donc je pense que c'est intéressant d'explorer cette partie aussi de la culture celte, issue d'héritage mégalithique. Mais ça sera un autre, tout autre épisode parce que là, sinon, on est parti pour 3 Ah jours. non, mais c'est clair. Il y a Qui trop à dire. Donc voilà, il y a trop à dire. Mais donc c'est pour allécher un petit peu l'auditeur en disant: «Il y a tellement de sujets dont on veut parler Tellement, avec ouais. vous». Ouais, il y a tellement de Heu, sujets. Ben, Lunasa, alors, on était sur Lunasa. Ouais, voilà. la fête de clan, la fête de neutralité, c'est interdit de faire la guerre entre les clans. Chacun est censé honorer la paix pendant une semaine, c'est une semaine de trêve.
et chacun rentre chez soi pour être présent avec son clan et sa communauté. Voilà une belle Mmh. fête. Aussi, la fête Ouais, des récoltes, c'est là qu'on récolte le blé et les céréales. ouais. On va faire des petites poupées de blé qu'on va garder pour symboliser la richesse et l'importance du blé, en fait, qui est une graine. Enfin, les céréales chez les Celtes sont extrêmement importants. On voit Mmh. que l'offrande de céréales est une offrande majeure. On retrouve tant dans les tombes que dans les artefacts qui ont été retrouvés. L'offrande de céréales est extrêmement importante. La céréale avait une valeur immense. Et on peut bien s'imaginer que c'est ça qui les nourrissait, hein, dès Bah, qu'ils oui. ont décidé d'être sédentaires. Et Et ensuite, on arrive à Alban El Fed, qui est la lumière de l'eau. Et cette fête, elle symbolise les récoltes, elle aussi. La récolte des derniers fruits et légumes qu'on va trouver dans la nature ou qu'on aura cultivés. Et cette fête-là, elle symbolise la gratitude, le remerciement envers la nature nourricière. C'est une fête mmh. d'équinoxe, donc d'équilibre entre le donner et recevoir. Donc c'est une fête où on va donner de la gratitude pour tout ce qu'on a reçu. Donc voilà, une grande fête de bénédiction et de gratitude pour ensuite... donc là, en fait, moi, je crée une lettre d'amour à la terre. C'est ce que je fais, c'est ce que je propose aux enfants, de faire un dessin pour remercier la terre et d'aller l'enterrer quelque part. Par exemple, sous un chêne, c'est un bel endroit pour entrer ça. Et Et puis à la fin, c'est la fête de Samhain, qui est la fête de la Samhain, ouais. mort. Ouais. Et qui a deux fêtes, je vous avais dit, hein, il y a deux fêtes à Samhain. La vie, on en a parlé au tout début. Et puis là, on est sur la mort, donc une fin de cycle. Et la fête de la mort, qu'est-ce que je clôt? Qu'est-ce qui se ferme en moi? Qu'est-ce que je termine? Comment est-ce que les intentions que j'ai posées le premier jour, je les ai vécues et intégrées dans ma vie pour cette fin de cycle? Et comment les projets que j'ai mis en intention au début se sont ensuite manifestés et ont terminé leur vie? Donc ça, c'est le 31 octobre. Et en fait, on va garder une lumière allumée pendant toute la nuit. Généralement dans une lanterne ou à l'intérieur de Dans quelque une chose. citrouille? Et par exemple dans une citrouille, oui exactement, c'est ça Christophe, dans une citrouille. Alors l'histoire de la citrouille vient d'un conte, ça s'appelle Jack O'Lanterne. Jack Ouais. O'Lanterne, c'est un gars qui était tellement mauvais dans sa vie que quand il est mort, même le diable n'en a pas voulu. Et donc du coup, il s'est retrouvé à errer sur terre parce que personne ne le voulait dans la mort. Mais en fait, personne ne le voulait sur terre non plus. Et du coup, il était un peu là, tout seul, et il errait dans sa nuit intérieure. Et pour s'éclairer, il avait un navet dans lequel il avait creusé, puis il avait mis une bougie, c'est tout ce qu'il avait trouvé, pour éclairer son âme. Donc voilà, Mmh. ça représente la lumière que l'on a au fond de nous, qui qu'on soit d'une certaine façon, et quelles que soient nos attitudes, nous avons toujours cette lumière au fond de nous, et c'est cette lumière qu'on allume pour la nuit. On va honorer les ancêtres aussi, on va leur faire un couvert pour eux, mais je sais que ça se fait aussi dans la tradition chrétienne d'avoir un couvert pour les défunts. On Oui. trouve ça dans beaucoup de cultures, mais là aussi dans le bouddhisme, il y a ça. À table, nous, avec les enfants, on va parler de ceux qui nous ont quittés, qu'on a aimés, et puis on va leur mettre une assiette avec à manger. Et voilà, ça permet aussi de parler de la mort plus librement, que ce soit pas un tabou, ça c'est aussi quelque chose d'important, mais un passage vers un autre monde, et que c'est un passage naturel qui ramène à un autre état de vie, mais de le rendre le plus simple et normal possible. Ça, c'est aussi un des rôles dans la culture druidique du lien avec la mort. Donc voilà, et puis on est censé être réveillé toute la nuit du 31 au 1, pour passer en conscience ce moment de la mort et renaître le lendemain. Voilà pour les rituels de l'année, et ensuite le cycle recommence avec voilà, ma nuit profonde, je m'ancre, ensuite au printemps, je suis dans mon feu, je commence à m'activer. Ensuite, je suis dans mon eau avec l'été, je me partage le lien avec les autres, je partage mon expérience, et de nouveau l'automne,
je tire des expériences de mon vécu, je suis plus dans l'air et mes pensées pour ensuite renaître, et cetera. Et chaque cycle, eh bien, on vit, des nouvelles expériences, puis on apprend des nouvelles choses qui nous permettent d'être toujours meilleurs. Et chaque cycle en induit un autre. Ouais, c'est ça qui est beau, je trouve, dans le druidisme, c'est que, bah, depuis l'enfance, on apprend les différentes fêtes, mais on n'a absolument aucune idée du Mmh. sens, de l'enchaînement, des raisons que enfin, voilà, il y a pas de, comment dire, de cohérence, dans tout ça et là, je trouve que ça apporte la cohérence Mmh. parce que ça nous dit, ben, bah, on est dans la nature, on vit avec elle et c'est celle qui nous nourrit et qu'on vit selon son cycle, déjà ça c'est une première chose. C'est que toutes ces pet et qu'on marque ces points spéciaux dans l'année qui correspondent finalement à toutes les fêtes qu'on connaît plus ou moins. Ce qui fait que ça anime aussi ton cycle, de l'année, tu vois? Tu passes pas ton année comme ça au travers, sans être conscient en fait de ce qui se passe autour de toi. Mmh. Puis ça apporte évidemment plein de joie, de partage. C'est des fêtes très, comme tu dis, de clan, hein, tu très dans le partage ou dans l'intériorité. Donc c'est aussi, je trouve que ça encourage à son développement. Tu as parlé d'amélioration, de soi. Je trouve ça c'est beau, c'est le concept que moi j'adore du Japon, qui vient du Japon, qui s'appelle le kaizen. C'est l'idée de s'améliorer chaque jour petit à petit et eux ils avaient compris ça aussi quoi. C'est clair. Donc ça c'est vraiment très, heu, il y a une belle poésie autour de ça en plus je trouve, c'est très poétique. Donc voilà, moi j'invite les auditeurs à réfléchir à tout ça. Hem, Découvrir, en tout cas écouter, réécouter ce qu'a partagé Joël, aujourd'hui. Évidemment, si vous voulez en savoir plus, de rejoindre l'école parce que c'est là qu'on apprend un petit peu plus à dans la pratique de ces choses, tout est très pratique, hein, c'est pas Mmh. que de la théorie et puis, et puis j'encourage, à, peut-être être un peu plus dans la conscience de ces différentes fêtes quand on est fête. Oui, c'est clair. Il faut les fêtes, hein, c'est très bien. Moi, je trouve c'est très sympa. Mais juste être conscient de ce qu'il y a derrière, en fait, ça, c'est vraiment important. Donc en tout cas, merci Joël d'avoir partagé tout ça avec nous parce que c'est vraiment enfin voilà, je trouve que vraiment ça apporte plein de sens, à nos petites pratiques rituelles, que tout le monde fait, ou vit, chaque année, sans qu'on ait compris exactement d'où ça venait et voilà, donc c'est vraiment très, très, très intéressant. Est-ce que pour conclure, tu voudrais, voilà, un dernier petit partage ou, une petite synthèse de ce dont on a parlé aujourd'hui? Oui, mais en fait, comme tu l'as dit, très justement Christophe, il y a cette notion de continuer de vivre les fêtes. Parce que, bah, en fait, on est dans une société, souvent, on est fâché avec les fêtes et je vois de plus en plus de gens qui ne trouvant pas de sens aux fêtes, et avec l'aspect trop commercial de la plupart des fêtes, n'ont plus envie de les vivre. C'est Alors juste, que, ouais. je trouve que chaque fête, elle a sa fonction et un monde sans rite est un monde qui oublie, et qui perd la notion du temps et en fait, mais je crois qu'on en a déjà parlé peut-être un tout petit peu dans l'épisode 0, mais ou peut-être pas, peut-être je me trompe, mais il y a vraiment cette notion il y a une étude qui montre que si on ne ritualise pas sa vie, on peut développer plus facilement la maladie d'Alzheimer et moi je trouve ça intéressant. C'est qu'en fait, Oui, sans ces points d'arrêt dans l'existence et sans ces moments qui nous rassemblent, soit en communauté, soit en couple, soit en famille, sans ces moments de rite, on oublie. En fait, on perd la notion du temps et en fait, on ne structure pas notre mémoire. Et c'est important de ritualiser son anniversaire aussi, typiquement. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas fêter leur anniversaire, mais c'est quand même le jour de notre renaissance. ouais, C'est ce jour-là, il y a X années, qu'on a, qu'on est né sur terre et donc du coup, c'est un moment où notre âme a vécu quelque chose d'extraordinaire et ne serait-ce que honorer ça en fêtant, notre arrivée sur terre, je trouve que c'est extrêmement important et j'aimerais sensibiliser les gens beaucoup à ce, ouais, à ce besoin de ritualiser la vie de différentes façons. Quels que soient les rites que vous choisissez, quelle que soit la façon dont vous avez envie de les vivre,
que ça soit ne serait-ce que, autour d'un bon repas ou voilà. Mais c'est important de ritualiser et surtout, si les fêtes actuelles trop commerciales n'ont pas de sens pour vous, cherchez le sens profond parce que dans toute fête, il y a un sens profond et puis dans le druidisme, ou dans d'autres traditions aussi, le druidisme étant la tradition ancienne européenne, on a toutes les fêtes d'Europe qui sont enregistrées là-dedans. Il y a réellement un sens profond et je trouve que c'est important de le redécouvrir. En tout cas, pour moi, ça a mis beaucoup de sens à tout ça et je continue à aller fêter Noël avec ma famille, mais quand je fête Noël avec eux, avant, vu que je viens d'une famille athée, on n'avait aucun sens à Noël. Mais maintenant, pour moi, Noël a un réel sens et quand j'offre des cadeaux à quelqu'un à Noël, je vais continuer d'offrir des cadeaux, mais je vais offrir des cadeaux avec la conscience que c'est censé honorer sa terre et lui donner dans sa terre quelque chose d'utile pour construire son arbre-monde. Donc je vais penser à mon cadeau complètement différemment aussi. Et je trouve que c'est ça en fait, c'est le druidisme, c'est une spiritualité vivante dans le sens où c'est pas reproduire des rituels anciens encore maintenant alors qu'ils ont plus de sens aujourd'hui. On va pas aller, je sais pas, dans la nature faire un rite qui a pas de sens. C'est quand j'offre un cadeau là maintenant dans le rite de Noël actuel du coup mon geste il vient de, la dimension ancienne en moi. Et c'est ce lien entre le passé qui s'inscrit et qui s'invite dans le présent que pour moi est le vrai sens du rite. Donc voilà ce que j'avais envie de rajouter. Oui et c'est en ça que le druidisme moderne est une spiritualité C'est moderne, ça, que on peut la vivre à notre époque, elle est tout à fait, adaptée et vraiment, utile, à notre époque parce qu'elle est tout à fait moderne. c'est ça, c'est que la plupart des gens nous disent: «Oui, mais le druidisme, c'est une spiritualité qui a 2000 ans, il y a plus aucun sens de la vivre maintenant», mais et oui, justement, d'autant plus le sens de la vivre maintenant parce que ces valeurs profondes que sont la paix et l'union avec la nature en tant que principe fondamental, c'est pour moi, essentiel dans la vie actuelle, pour prendre soin ne serait-ce que de la nature, des écosystèmes dans lesquels on vit et des autres et de nous-mêmes. Donc ouais, voilà aussi. Alors je pense qu'on va conclure sur ces belles paroles. Merci beaucoup Joël, merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui Mmh. et on se retrouve, dans une semaine pour le prochain épisode. À très À bientôt. bientôt. Merci Christophe, merci à tout le monde. Il était une fois une forêt.